J'ai toujours eu cette passion pour l'investissement boursier puisque comme mon père m'achetait mes actions, j'avais 11 ans. À 16 ans, je crois que j'ai commencé à reprendre le PEA de ma mère. Et en fait, le problème qu'il y a chez les jeunes, mais on l'a tous, c'est-à-dire que ça ne s'invente pas d'être investisseur, c'est un mindset. C'est vrai qu'en France, si tu me demanderais pourquoi il n'y a peut-être pas forcément la culture du hedge, parce que je pense qu'il y a la culture de l'école en France, qui est une barrière centrale pour moi, qui est de dire si tu n'as pas fait telle école, tu ne peux pas travailler dans tel fonds. Et en fait, dans l'investissement, ce que moi j'ai toujours adoré, c'est qu'en fait on te juge sur ton PNL. La faculté, en tout cas la chance que j'ai eue, c'est ce que je dis, c'est que j'ai commencé jeune, j'ai fait des tas d'erreurs. Et aujourd'hui, du coup, j'ai beaucoup moins d'ego. Parce que ce qui te tue dans l'investissement, c'est avoir de l'ego. Il faut avoir beaucoup d'humilité face au marché. Donc moi, je pense ça. Voilà ce que la street pense, voilà ce que les brokers pensent. Et du coup, c'est quoi mon avantage sur eux? Parce que concrètement, on pourrait dire que tout est pricé dans le prix. Et généralement, quand je me fais stopper sur un stock, je reviens pas. C'est-à-dire que j'accepte le fait d'avoir perdu. Si j'étais venu sur ce plateau dire au mois de décembre, je short Nvidia et la tech de manière globale, je pense que tout le monde m'aurait regardé avec des yeux. Quand quelqu'un m'envoie un message LinkedIn, je réponds des fois par courtoisie, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que tu as dans le ventre. Donc tu m'envoies ton stock pitch, et donc partie de ton stock pitch, je sais vraiment ce que tu veux. En hedge, on est payé parce qu'on fait du PNL. S'il n'y a pas de PNL à la fin de l'année, il n'y a pas de bonus. Il faut que tu performes. Et les gens qui vont en hedge en pensant qu'ils vont devenir millionnaires demain, je pense que c'est une hérésie. Parce que si tu vas juste en hedge pour faire de l'argent, tu vas passer un an ou un an et demi chez Citadel et tu vas être dehors. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un mindset où il faut que tu aimes le game. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce game de je hedge, j'ai raison, je perds. Bonjour Kevin. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir ici au Village by CA, l'incubateur de start-up du Crédit Agricole, dans lequel nous sommes incubés aussi avec TradingView depuis plusieurs années. Kevin, tu es le fondateur du fonds White Light Capital. Un grand merci pour avoir accepté l'invitation et pour partager ton parcours et ton expertise aujourd'hui dans le Career Insight, le podcast de TradingView. Première question, toujours très simple. Peux-tu te présenter et rappeler les grandes étapes de ton parcours? Bien sûr, déjà merci pour cette invitation, ça me fait extrêmement plaisir, ça fait longtemps qu'on vous suit, on est très heureux de pouvoir contribuer. Donc effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je viens à la base du secteur de la construction par les activités familiales, et donc j'ai très rapidement migré ensuite vers la fusion-acquisition qui effectivement m'a plu pour différents angles, à savoir l'enjeu stratégique, analyser les sociétés et l'impact finalement qu'on pouvait aussi avoir sur la société. Et puis donc ce que j'ai souhaité ensuite, c'est effectivement, j'ai toujours eu cette passion finalement pour l'investissement boursier puisque comme mon père m'achetait mes actions, j'avais 11 ans. À 16 ans, je crois que j'ai commencé à reprendre le PEA de ma mère, effectivement. Et puis, en fait, quand j'étais à la banque, c'était un problème puisque, comme tu le sais, il y a toujours cette réglementation de la compliance qui était un sujet clé à me dire, mais qu'est-ce que vous faites à trader autant d'actions? Donc voilà, j'ai pas mal de petites histoires sur ces sujets et mes camarades à la banque me disaient toujours, mais qu'est-ce que tu fais de ce côté de la barrière? Pourquoi tu passes pas de l'autre? Et puis j'ai décidé de passer finalement de l'autre côté, effectivement en étant dans un hedge fund en Allemagne et où on avait aussi un angle activiste, mais ça je pense qu'on reviendra dessus. Et donc maintenant je gère effectivement White Light Capital. Alors justement, on va revenir un peu à la genèse de ton parcours et à la banque d'investissement. Oui. Tu as travaillé plusieurs années en banque d'affaires chez BNP Paribas, Société Générale, puis Citi. Tu l'as déjà un peu dit, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé au départ dans la finance et le M&A, et puis nous parler de ces années? Bien sûr, donc quand je suis rentré effectivement en M&A, j'ai commencé par tout le monde, j'ai fait un stage dans une petite boutique M&A à l'époque qui s'appelait Marceau Finance, et en fait je crois qu'aussi cette jeunesse un petit peu activiste est venue d'ici, et tu vas vite comprendre le parallèle, c'est qu'à l'époque cette boutique avait été formée par Georges Pébreau qui était avec Georges Soros, avait voulu faire l'OPA sur la Société Générale en 88, et donc c'est vrai c'était toujours cette essence un petit peu activiste même dans cette petite boutique, et c'est vrai que j'aimais beaucoup les enjeux qu'on traitait, notamment sur le secteur de la construction, et c'est ce qui m'a poussé après. J'avais envie d'avoir une carrière internationale, donc je suis parti chez BNP à Dubaï, et là effectivement je jouais plutôt dans ma cour puisqu'on était dans le secteur de l'énergie et du consumer, donc deux secteurs qui m'intéressaient parce que je trouve que l'énergie finalement, même avec les enjeux qu'il y a aujourd'hui, c'est très important pour la société, la transition à laquelle on fait face. On peut se dire finalement, est-ce qu'on a que besoin de voitures électriques, est-ce qu'on a besoin de pétrole?
pétrole. Bah oui, mais d'un côté, il y a l'IA, donc on a aussi besoin d'énergie. Donc d'où des sujets qui finalement me fascinaient. Et puis le consumer que j'ai toujours apprécié, dans lequel effectivement je suis toujours autant impliqué, on va dire actuellement. Mais donc voilà, et ce qui m'a plu à travers chez BNP, c'était vraiment cette exposition qu'on peut avoir dans le Middle East, qui était une exposition internationale. J'avais la chance de travailler avec mon boss, c'était un deal maker, il signait entre 15 à 20 milliards de deals par an. Donc on avait une exposition finalement constamment avec des boards. Et donc c'est vrai que j'ai pu avoir une exposition assez incroyable à Dubaï. Et puis après je suis donc rentré effectivement en Europe, où je suis allé donc chez SocGen. Et donc là chez SocGen, c'est là où j'ai commencé réellement en fait à me continuer à faire du M&A, mais de l'activisme. Donc j'ai notamment beaucoup contribué sur le dossier de Suez contre Amber Capital. Et en fait je me suis rendu compte que beaucoup n'étaient pas intéressés par cette activité activiste. Et donc il y a un directeur chez SocGen qui était intéressé par ça, et on a commencé à... Enfin, je l'ai aidé en fait naturellement, et comme j'étais de front sur ce dossier, bah, j'ai vraiment eu les mains dedans. Et après je me suis rendu compte que personne voulait en faire, donc je continuais dès qu'il y avait un dossier activiste à lever le doigt, et c'était passionnant. Alors beaucoup ne voulaient pas s'y coller, on pourra en discuter, parce que notamment on se dira ah bah oui mais je sais pas ce qu'il va en découdre, je connais pas ma rémunération, mais au final j'ai énormément appris, parce que c'est tellement pointu que en fait chaque point qui était on va dire soulevé par l'activiste, tu dois le défendre, refaire l'analyse et démontrer que potentiellement il a tort. Donc ça c'était fascinant, et c'est là où après effectivement est arrivée ma phase de transition, où je suis donc j'ai été faire mon MBA à la London Business School, et à la sortie Citibank est venu me chercher en me disant voilà, on a Muir Patterson qui gérait la filiale activiste chez Goldman, il veut faire la même chose chez Citi à Londres, est-ce que ça t'intéresse de faire partie de l'équipe? Donc en fait j'étais dans l'éthique et l'exécution, et je faisais aussi cette partie activiste. Et donc là on a bon évidemment on avait beaucoup en face des gens comme Elliott, hein, et c'est vraiment là où j'ai vraiment baigné dedans. Voilà. Donc la partie M&A, si tu veux, a toujours été un petit peu d'une certaine manière rythmée à travers des deals finalement, mais une partie activiste. Et je dirais qu'en fait finalement c'est souvent le catalyseur, en tout cas dans mon sujet, puisque pourquoi la banque demande finalement un mandat activiste, c'est souvent pour se dire je peux derrière avoir peut-être un spin-off, un sell-side, un mandat qui est là, qui est derrière. Et donc cet activiste reste une activité, ce que j'ai avant, qui est un petit peu bâtard mais stratégique. Alors en t'écoutant, on comprend déjà la suite logique de ton parcours, et c'est en 2023 où tu lances ton propre fonds, White Light Capital, et c'est un double changement. D'une part, une transition de la banque à l'entrepreneuriat, puisque tu es le fondateur du fonds, et puis d'autre part, de la banque à l'investissement, hein. Tu passes du côté conseil au côté investisseur. Pourquoi ce choix? Alors, je dirais que je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai toujours eu ça dans le sang. On peut se parler ouvertement, je pense, mais quand j'étais à la banque, j'étais toujours vu comme le vilain petit canard qui, finalement, avait toujours trop d'idées, et quand j'allais pitcher mon boss, je me rappelle, avec des idées, ça n'allait jamais. Je me rappelle notamment ce sujet sur Suez, où on nous disait: «Il faut vendre, comment ça s'appelle? Les États-Unis». Bon, quand j'avais mis le doigt dans l'analyse, et cetera, je me dis: «Bah non, en fait, c'est l'Espagne qu'il faut vendre». Et donc ça plaisait pas souvent. Je veux dire, il y a des types qui m'appréciaient, je veux dire les MD m'appréciaient, mais les autres gens m'appréciaient pas vraiment. Et donc je dirais que la banque pour moi ça a été une étape, mais qui je pense devait s'arrêter tôt ou tard. Et ce mindset investisseur, je l'ai acquis très tôt, si tu veux, parce que même à une certaine époque, pour ceux qui font des recherches, j'avais fait les talents du trading, où j'étais l'un des seuls à m'être qualifié 2 fois. Donc cette partie investissement, je l'avais dans le sang. Ça n'a pas été nouveau en fait en termes de transition, de comment on gère un portefeuille, comment on utilise des produits dérivés. Parce que dans mes études initiales, j'étais passé à l'ESSESCA, où j'ai fait le master de trading. Donc, on a une compréhension de tous ces produits. Et donc, après, ce qui effectivement était un peu différent, c'est de se dire, on se lance vraiment. Et donc là, effectivement, il y a une phase de qu'est-ce qu'on met comme stratégie. Il faut trouver des investisseurs, effectivement. Et c'est là où c'est comme quand on monte une start-up, hein, j'ai envie de dire, hein, il faut des invests, et il faut faire de la perf. Parce que finalement les invests ils regardent, on avait donc moi j'avais un track record d'à peu près 4 ans qui tenait la route, avec des performances tout à fait notables, hein, qui sont publiques. Et donc on n'a pas je dirais que les gens au départ paient pour voir entre guillemets, et puis après quand ils croient vraiment dans ta stratégie, là c'est là où ça fait toute la différence.
Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter le fonds White Light Capital aujourd'hui? Ouais, alors White Light Capital, effectivement, on est un fonds où on a 2 activités entre guillemets. La première activité qui est à peu près long short avec des catalyses, donc on pourrait mettre ça avec de l'event driven, c'est-à-dire que on a des positions donc à la fois longs. Je dirais qu'on a à peu près dans le book long, on a à peu près 12 positions. Le book short généralement est à peu près 2 à 3 fois plus diversifié. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plus de positions short, de positions longues, sachant que ça prend plus de temps pour l'analyse. Et souvent on cherche des catalystes. Donc quand on parle de catalystes, ça veut dire que on revient finalement à des sujets qui étaient liés à la banque et au M&A, à savoir une opération de fusion-acquisition, donc Mmh. on peut faire du merger arb. Mmh. Ensuite, on peut se positionner sur un changement de CEO, changement de board, un spin-off. Donc ça, c'est par exemple des opérations qu'on aime bien, où on sent qu'il y a un événement qu'on comprend et qu'on peut jouer. Et l'autre, effectivement, pour lequel on est peut-être, je dirais, en tout cas, publiquement plus connu, c'est effectivement, on fait de l'activisme, donc cet activisme actionnarial, donc ça c'est le premier pan. Donc actuellement on en parlera sûrement, mais on est effectivement positionné sur Carrefour. Et donc l'autre effectivement activiste qu'on a, c'est plutôt un activisme contentieux, où là effectivement on prend des activités de contentieux avec l'activisme ensemble, et on a effectivement fait le cas Orpea, où on a fait la plus grosse class action, puisqu'on a réuni 1200 investisseurs en début d'année, pour aller chercher presque 200 millions d'euros de dommages. Mais à chaque fois, ce qu'on essaie de faire avec cet activisme, c'est un activisme où il y a un angle social. Voilà. Alors on a un gros chapitre prévu après sur l'activisme, mais revenons juste sur ta première stratégie maintenant. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de stratégie long et short que tu as là dans ton portefeuille? Oui, absolument. Par exemple, on peut être long, BYD, parce que ou Calt qui vient juste de rentrer en IPO. Donc ça effectivement, c'est un sujet clé sur les voitures électriques qu'on a actuellement en Chine. Je pense qu'on croit dans ce secteur. Je pense qu'on est, l'Europe est un peu à la traîne et en retard, notamment sur le sujet des batteries. Et donc si tu as cette position, la question c'est comment tu hedges? Parce que du coup, on n'est pas forcément comme Citadel qui est complètement ce qu'on appelle market neutral, donc qui veut pas d'exposition au marché. Donc ça, c'est un des sujets très intéressants où quand tu creuses, c'est te dire bah, comment j'élimine en fait ce fameux bêta, comment j'élimine ce risque de marché, parce que moi, je veux juste du risque intrinsèque à la société. Mmh. Et donc là, derrière, pour hedger ça, bah, soit tu prends un basket, donc c'est-à-dire que tu prends une, deux, trois positions, ou sinon tu peux te positionner avec un ETF. Donc nous, généralement, on diversifie avec deux, trois positions, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc tu trouves des compétiteurs qui effectivement sont vulgairement des canards boiteux, un peu des fraudes. L'un des sujets qu'on aime beaucoup, et ça on pourra aussi l'évoquer, mais on aime beaucoup shorter en fait les IPO. On s'est rendu compte il y avait beaucoup d'IPO qui ne performaient pas, Mmh. que ce soit en Europe et aux États-Unis. Donc là, tu vois, c'est pareil, on revient un petit peu à des sujets banques. Il faut comprendre le CM, qu'est-ce qui se passe. Et pour l'avoir vu en interne, bah, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et donc voilà un petit peu comment ce qu'on fait donc des positions qu'on a. Il y a des positions qu'on tient un peu plus long terme. Par exemple, on est convaincu sur Rémy Cointreau. Ce que j'aime beaucoup chez Rémy Cointreau, c'est que c'était ce qu'on appelle une valeur de croissance, qui a souffert effectivement avec ce qui s'est passé en Chine, aux États-Unis. Mais d'un autre côté, tous les jours quand je me couche, je m'inquiète pas sur la position parce qu'il y a le stock de cognac prend de la valeur tous les jours. Et donc en fait, il y a une denrée entre guillemets qui est rare et on est en train de Rémy Cointreau est absolument incroyable, en train de transformer, même en mettant ça dans des bouteilles de parfum, en faisant le pari qu'on va en pouvoir, tu vois, vendre des petits Mmh. flacons. Mmh. Et donc voilà, donc on aime bien aussi, on a une partie du book qui est sur des belles valeurs, ça c'est des choses qu'on aime bien, LVMH aussi par exemple, voilà. Et concrètement, qu'est-ce que tu regardes? Là, des tendances de marché, effectivement, des événements, opérations M&A, IPO ou autres. Concrètement, dans ton playbook, quand tu dois prendre une décision d'investisseur, voilà, quels sont les éléments à regarder? Quels sont les risques aussi, que tu identifies à chaque fois, que tu tentes d'identifier? Et qu'est-ce qui te fait y aller ou justement ne pas y aller? Ouais, c'est une excellente question. Le playbook qu'on a effectivement, ça commence généralement avec un thème. Donc c'est-à-dire qu'on joue une thématique, c'est-à-dire que grosso modo, la manière dont on opère chez White Light, 2 fois l'année, donc c'est à peu près en décembre, janvier et on va arriver là à juin, juillet, tu as tous les brokers qui font, finalement une note, une espèce de rapport sur quelle est la situation macro. Quand on lit ça, on voit un peu si tu veux les tendances de fond sur lesquelles on peut se positionner et on se dit: «Tiens, j'ai envie d'être long de ce secteur, short
de ce secteur. Quand on a dit ça, bah, tu peux le faire via un ETF, mais bon, qu'est-ce que tu vas en récupérer? Il y a aussi un certain nombre de problèmes avec les ETF. Donc tu te dis, je rentre dans le secteur. Et une fois que tu rentres dans le secteur, c'est là où, grosso modo, tu vas regarder tes winners, tes losers. Donc on a tout un système de screening. Et après, tu te dis, bah, on a aussi des modèles quantitatifs que je pourrais discuter après, mais on a tout un système où, si tu veux, on screen. Et à la fin, on a un univers de société et tu te dis, je veux passer du temps ici. Dans le sens où tu peux pas t'engager. Nous, aujourd'hui, quand on fait une analyse sur une boîte, ça peut nous prendre 2 à 3 semaines, tu vois, pour un gars. Donc, l'idée, c'est de se dire, quand mon gars passe du temps dessus, je veux qu'il soit opérationnel. Donc, en fait, on a un système qu'on appelle un quick dive où le gars va passer 1 ou 2 jours, il va passer 14 heures. Et en fait, premièrement, il regarde le site web de la boîte. Ça semble tout bête, mais comprendre qu'est-ce que la boîte fait, le business model de la boîte. Les jeunes, généralement, ont une tendance, et je faisais la même chose, hein, c'est on va vers les comptes et les chiffres. Mais en fait, si tu comprends pas le business et que tu vas d'abord vers les marges, ok, mais qu'est-ce qui drive ces marges-là et qu'est-ce qui est là? Donc, généralement, on prend la société, on lit un peu, on lit énormément, on regarde, tu vois, on lit le rapport annuel, ça c'est quelque chose qu'on lit. On va regarder aussi tous les transcripts, donc on remonte à peu près sur 2 à 3 ans de lecture. Donc c'est beaucoup de travail. Alors j'ai toujours des jeunes, des jeunes et moins jeunes, hein, qui me disent, mais finalement, l'intelligence artificielle, ça va vous sauver. Alors, c'est vrai, ça fait une sacrée synthèse, mais en fait, on perd un certain nombre de critères de qualité. En fait, on lit pas et on absorbe moins la donnée. Donc, je suis pas si convaincu que ça. Mais mon point, c'est de dire, on passe les premiers 14 heures et après, on décide. Donc, on décide si on passe sur quelque chose, on va passer 90, 100 heures. Voilà. OK. Donc, c'est un peu la manière dont on opère. Donc, ça, c'est vraiment la partie d'analyse. Et après, il y a ce que je vais appeler le tactical trading, c'est-à-dire, est-ce que cette boîte, c'est un bon risk-reward? Donc, quand tu as passé ces 90 heures, que tu as discuté avec des experts d'industrie, tu as un modèle sur 10 ans, 5 ans où tu es en quarter, donc tu vois, ça fait quand même un peu de data. Tu analyses tes trends, tu vois ton momentum, tu essaies de comprendre la narrative du stock. Tu as la narrative du stock. Une fois que tu as la narrative, tu dis, OK, qu'est-ce que moi je pense? Donc là, c'est ce qu'on dit dans le marché. C'est quoi ton edge? Donc, moi, je pense ça. Voilà ce que la street pense, voilà ce que les brokers pensent. Et du coup, c'est quoi mon avantage sur eux? Parce que concrètement, on pourrait dire que tout est pricé dans le prix. Voilà. Donc c'est là où il faut effectivement trouver je veux dire, un événement, soit un catalyse, soit un événement qui fait que tu as un avantage sur les autres. Tu t'es déjà trompé? Ouais, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive, hein, j'ai pas honte de le dire. Enfin, j'écoutais, très admiratif de Steve Cohen et Ken Griffin. Enfin, les meilleurs edge disent qu'ils, voilà, ils ont raison à 56% du temps. J'avoue qu'on est un petit peu au-dessus ça, mais sans prétention vraiment, parce que il m'arrive de me tromper. Tu as un exemple à me donner? Ouais, je peux te citer un exemple cette année, Rheinmetall, ouais. Rheinmetall, qui est effectivement société de défense aux États-Unis. J'ai fait une erreur classique qui est de dire, en fait, on short pas un compounder. Un compounder, c'est une boîte de croissance qui, grosso modo, croît à 20%. Et je me suis dit, non, mais là, on est à la fin du train, grosso modo, la guerre en Ukraine, ça va s'arrêter. Et en fait, non, le marché continue à monter. Et donc, en fait, très rapidement, on fait stopper. Et généralement, quand je me fais stopper sur un stock, je reviens pas. C'est-à-dire que j'accepte le fait d'avoir perdu. Et je pense que c'est une des caractéristiques d'un bon. C'est là où, finalement, contrairement à la banque, il faut arriver à prendre des risques. Je dirais que quand on est côté banque, en fait, on ne sait pas ce que c'est cette perception de comment je raisonne en risk-reward. Et puis, il y a une notion d'ego parce qu'il y a la revanche. Et donc là, effectivement, il faut couper très tôt le trade pour éviter de faire des erreurs. Ouais. À l'inverse, est-ce que tu peux nous donner une stratégie qui a super bien marché, où tu es super fier? Ouais, on a bien marché, par exemple, sur Alibaba. Sur Alibaba, effectivement, on a pris en janvier, même avant janvier, on était long d'Alibaba, donc on a bien ridé le stock. On a ridé aussi Solution 30, je crois qu'on a fait 77% sur Solution 30. Okay. Donc là, tu vois, c'est un cadre recovery, Solution 30. Encore une fois, je pense que c'est mon analyse M&A qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré le CEO 2 fois et vraiment j'étais convaincu par la story du gars. Enfin, je veux dire, 66 ans, sa boîte a été au tapis parce que Moody Water était visé par Moody Water. On peut débattre si c'était justifiable ou pas, mais en tout cas, je me dis, tu vois, pourquoi il avait encore envie de se battre pour sa société. Donc voilà, j'ai cru plus dans l'homme que et ils sont exposés aussi à l'Allemagne. Donc c'est vrai qu'avec les dépenses d'infrastructure sur l'Allemagne, ça a aidé Solution 30. Et voilà, il y en a sûrement d'autres. On a joué par exemple le changement de management chez Nestlé. Ça a été aussi un excellent trade. On
a shorté en mois de décembre la tech. Alors là, encore une fois, on n'avait pas une très grosse position parce que je pense que c'était très controversé. Si j'étais venu sur ce plateau dire au mois de décembre, je short Nvidia et la tech de manière globale, je pense que tout le monde m'aurait regardé avec des yeux. Donc ça, j'ai pas forcément envie de me vanter de ça. Et dans ton métier, clairement, le contexte macroéconomique est super important, hein. Il faut rester au courant de toutes les actualités. Une actualité qui a fait beaucoup parler et qui a eu un énorme impact sur les marchés ces dernières semaines, c'est les droits de douane Mmh. imposés par Donald Trump à ses partenaires. Est-ce que tu l'avais anticipé? Et quelle est ton analyse de la situation aujourd'hui? Comment tu t'as fait face à ça? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on a tous souffert, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Hem Et c'est assez difficile, c'est de toujours comprendre, qu'est-ce qui est pricé dans le prix et qu'est-ce qui l'est pas. Et je dirais que pour reprendre ce que dit Peter Lynch, c'est en fait, Warren Buffett, la macro, c'est pas q on l'en comprend, on n'essaie pas de l'interpréter dans le sens où jouer des plays macro, il y a des fonds qui savent le faire, c'est un métier. Maintenant, tu as jamais la main sur la macro. Sur les sociétés, tu l'as. Donc quand on a dit ça et c'est là où quand on parlait de market neutral, c'est quelque chose qu'on commence petit à petit à implémenter dans notre book, sur notre gestion de risque parce qu'effectivement, je crois que là, les tarifs, je remercie les tarifs parce que ça a été un changement entre guillemets un petit peu radical de comment on gère notre book. En tout cas, comment on appréhende le risque. On était quasiment, on avait une très belle perf depuis le début de l'année. Trump annonce les tarifs et je dirais que bon, effectivement, on s'y attendait, mais on s'attendait pas à ce que ce soit, comment dire, que ce soit aussi long, Mmh. que ça soit aussi fort, et surtout que le type y aille au bluff. C'est-à-dire que tu te dis un jour tu vois ton portefeuille qui baisse, 2 jours, donc à un moment donné, si tu veux, dans ce type de cas, ce qui est assez délicat quand tu gères un book long short, c'est OK, mes longs, ils souffrent, mais à quel moment je vais couper mes positions short? Et du coup, c'est de se dire, ben, ça m'ennuie de couper certains longs parce que c'est des positions que je vois à 2-3 ans. Mmh. Il y a des catalystes qui arrivent, mais malheureusement, en fait, c'est tout ton book part vers le bas à cause des conditions de marché, donc ce fameux bêta qui te tire. Et c'est là, en fait, où c'est très intéressant de réfléchir à de se dire, ben, est-ce qu'il faut pas que je couvre, par exemple, soit avec des ETF, par exemple du momentum ou ce qu'on appelle les facteurs modèles, un certain nombre de facteurs où tu peux couvrir, on va dire, ton portefeuille. Et donc c'est des sujets qui effectivement, ouais, sont passionnants et permettent de grandir, ouais. Alors, j'ouvre le chapitre maintenant consacré à la deuxième grande stratégie de White Hat Capital, c'est l'activisme. Mmh. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le métier, comment tu définirais un investisseur activiste? Alors un investisseur activiste, c'est, on va dire, un fonds d'investissement qui va prendre une participation minoritaire dans une société cotée en bourse, et qui effectivement, va émettre un certain nombre, on va dire, soit de désaccords ou de recommandations. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, manières de le faire. Généralement, on essaie de spotter, une entreprise qui sous-performe par rapport à ses compétiteurs, donc ça peut être l'un des cas. Et donc généralement, c'est un petit peu la raison centrale pour laquelle on va s'intéresser à la société. Donc et à partir de là, donc tu construis ta thèse et tu dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Et souvent, ça peut venir du management, ça peut venir du board, ça peut venir d'une activité qui fonctionne pas. Et donc quand tu es actionnaire, tu as effectivement tu as des droits. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, je dirais que ça fonctionne, comme une sorte de triptyque où tu as, le management, la gouvernance et les actionnaires. Et donc, normalement, le board est censé représenter les actionnaires. Mmh. La réalité, c'est quand on regarde en France, hein, majoritairement, effectivement, les boards sont un peu poreux. C'est-à-dire que quand tu regardes l'indépendance réelle et que tu enlèves le copinage, tu te rends compte que, ben, effectivement, parfois, l'indépendance, elle peut être à 25-30%. Donc, c'est-à-dire que le CEO a une position centrale. Et il y a quelque chose d'encore pire, c'est que dans certains cas, le CEO est effectivement, on va dire, le DG de la boîte et en plus le chairman. Donc il y a pas une séparation des postes. Mmh. Et donc dans le cas où une société effectivement, perd de la valeur, détruit de la valeur pour ses actionnaires, c'est là effectivement où tu commences à être vocal. Alors, il y a effectivement ce qu'on voit dans la presse, à savoir, oui, on voit que les activistes quand ils arrivent, il faut savoir que, sur Carrefour, on a étudié le sujet depuis très longtemps. J'ai alerté, je crois la première fois que je suis passé à la télé, c'était en 2017, donc c'est pas nouveau. Depuis le cours de bourse, a perdu quasiment 40%. Donc je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on en amont, on essaie quand même de discuter avec la société. Donc il y a des cas, qu'on a fait activistes, notamment j'ai fait un cas sur Flatex Desgiro, en Allemagne où, ça s'est contenté avec le board et puis, on a effectivement, réussi à faire bouger les choses.
Dans ces cas-là, on ne va pas vers la voie de la presse, on ne va pas vers la voie publique, mais force est de constater que si tu veux, à un certain moment, tu as des forces de résistance vis-à-vis du management ou parfois du board, et donc c'est là où tu prends la voie et tu te dis, ben, finalement, seule la voie actionnariale peut sauver. Et puis je pourrais peut-être expliquer un peu plus le cas de Carrefour si tu veux, Ouais, pourquoi on est on va en arrivé. parler après. Voilà, exactement. Mais voilà un petit peu ce qu'est un actionnaire activiste. Donc c'est quelqu'un qui a une vocation pour moi, à la base, c'est de faire changer les choses, les faire améliorer. Je dirais que le pur activiste qui est simplement ici, en fait, pour, on va dire, gagner de l'argent simplement sur un trade, je pense que ça, c'est un petit peu révolu. Mmh. On voit qu'il y a de moins en moins Mmh. d'activistes à cause de ça et en fait, je pense qu'il faut une vraie cause et une vraie conviction. Alors White Light Capital peut être considéré comme un hedge fund. C'est quoi la différence entre être investisseur en hedge fund et les métiers d'investisseurs plus classiques, par exemple, investisseur en private equity, donc dans Mmh. l'univers du non-coté, ou trader dans l'univers des marchés financiers? Ouais. Alors, je dirais que par rapport, ce qui fait la ce qui alors je dirais qu'il y a une particularité, c'est que, le hedge fund, on prend son risque tout seul. Dans le sens où c'est des petites équipes. Il y a un PM et un PM peut avoir un, 2, 3 analystes, sauf si, enfin chez Citadel, je veux dire, il y a une espèce de rotation du book, du portefeuille qui est si intense que du coup, un PM peut avoir 8 analystes. Mais je dirais que du coup, c'est une petite équipe et en fait, on peut pas se tromper. C'est-à-dire que sur le private equity, au fond, la valo, c'est une sorte de valo implicite qui se décide entre l'acheteur et le vendeur. Donc je dirais que c'est pas il y a pas forcément une espèce de transparence parfois, et alors que sur le hedge, le sujet central, c'est que quand tu fais une erreur, la paume, elle se voit en direct et donc tu es obligé de prendre ta paume et de l'accepter. Sur le private equity, tu as aussi une particularité, c'est que, du coup, c'est un temps long. Mmh. Donc tu as le temps long qui est présent, donc tu peux parfois vivre un cycle, 2 cycles. Mmh. Alors et du coup, tu vois pas, tu vois la perte en portefeuille, tu la vois pas, on va dire tout de suite et même si le fonds, entre guillemets, «subit une perte», ben, il peut pas céder l'actif comme ça en 2 jours. Alors que c'est vrai que sur le hedge, notamment, quand tu utilises du levier et c'est là peut-être où effectivement il y a un point commun entre le PI et le hedge, c'est que on utilise du levier parfois et la notion de levier, ben, c'est en instantané qu'elle se voit. Mmh. Voilà. Donc ça c'est et par rapport au trader, si tu veux, je pense que le trader a un horizon beaucoup plus, court terme. Après dans le trader, il y a beaucoup de choses et de sous-métiers, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être moins d'analyse que le hedge. Le hedge, il y a quand même quelque chose où, tu descends sur le terrain, tu vas rencontrer les gens, je veux dire, c'est extrêmement important. Et pour le grand public, quand on parle de hedge fund, en tout cas en France, on a parfois une mauvaise réputation. Pourquoi et comment, faire évoluer cette image? Ouais, bah, déjà, je pense qu'il y a très peu de hedge funds à Paris, en fait. Quand on regarde au-delà des hedge Mmh. funds américains, il y a très peu de hedge. Le hedge, hein, classiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, grosso modo, ça vient, en fait, de la stratégie originelle du long short où j'ai une position longue et je prends des positions short pour me hedger contre Mmh. le marché. Voilà. Donc je pense qu'il y a un espèce, je pense que les gens ont, en fait, une sorte de mécompréhension de ce que fait le hedge fund, ce qui lui associe aussi avec, je dirais certaines, des notations, par exemple, quand on parle d'Elliott, quand on parle de Moody Water. Donc, on se dit, bon, bah, c'est des gens qui sont arrivés, ils ont voulu bousculer, chahuter quelques entreprises. Mais autrefois, concrètement, les hedge funds, en tout cas, sur la partie active, ce qu'on appelait des corporate traders. On prend quelqu'un comme Vincent Bolloré, qui, je veux dire, a beaucoup de mérite et a fait des choses extraordinaires tout au long de sa carrière. Il a fait du M&M, il a fait aussi du RAID, hein, Mmh. et il y en a d'autres. Donc, Mmh. au fond, c'est la manière dont tu gères ton portefeuille, mais on pourrait se poser la question, par exemple, de se dire LVMH, qui est, une croissance absolument incroyable, extrêmement bien gérée par Bernard Arnault, est-ce que c'est un hedge fund? Est-ce que c'est pas un hedge fund, hein? Je veux dire, d'une certaine manière, il fait beaucoup d'acquisitions, comme le font des gens de private equity, il utilise quand même de la dette, tu vois? Donc, voilà, je dirais que c'est parfois, il y a la barrière est fine. Quelles sont les principales étapes d'une campagne, activiste? La principale étape, je dirais, c'est trouver la cible. Il faut trouver la cible parce que quand tu, effectivement, trouves une société, qui peut faire l'objet on va dire d'un raid activiste, c'est généralement, pour être tout à fait transparent, c'est souvent le board ou les actionnaires qui viennent te chercher. Pourquoi? Parce qu'il te faut des alliés. C'est-à-dire que tu décides pas un beau matin de te lever et te dire, «Bon, je m'attaque à Carrefour». Ouais. Voilà, et surtout une société qui fait, 8 000 000 de market cap. Donc effectivement, il y a un sujet central qui est de se dire, il y a des gens qui effectivement se rendent compte qu'il y a un problème. Ça peut être au board, ça peut être des actionnaires
Et donc, tu te dis: «Bon, je vais commencer à creuser la thèse et voir si vraiment ce qu'il m'apporte, en fait, comme grain à moudre fait du sens». Et c'est à partir de là, effectivement, où tu commences à construire ta thèse. Une fois que ta thèse est construite, tu essaies quand même de rencontrer le management en amont puisque, bah, où il y a la relation investisseur avec qui tu peux discuter, hein. Effectivement, tu interroges un certain nombre de personnes. On va jusqu'à quand même interroger des anciens, salariés, hein, de la société, des anciens, potentiellement CEO de division qui peuvent nous apporter de l'info. Et donc quand ta due diligence c'est terminé, c'est là où tu prends la décision centrale de dire: «Est-ce que je lance ma campagne ou non?» Donc tu as une manière tout à fait friendly, c'est-à-dire que tu achètes des actions, sur le marché. Tu écris au management et tu dis: «Voilà, qu'est-ce que vous allez faire et cetera? Est-ce que vous pensez qu'il y a ça et ça?» Et si tu vois que les choses n'avancent pas, c'est là où tu commences à mettre un ton un petit peu plus agressif, et tu commences à pousser un petit peu plus le management dans son retranchement, derrière tu t'appuies aussi avec les autres actionnaires. Et dans le cas où les choses ne changent pas, donc tu peux faire une, entre guillemets, «une action de concert» avec les actionnaires ou passer par la voie du board, à savoir effectivement, convaincre des gens du board. Et puis après, c'est là où ça se passe au niveau, de l'assemblée générale, donc qui est classique, où tu peux aller sur une assemblée générale extraordinaire si tu as suffisamment d'actions pour effectivement demander des changements. L'idée quand même après in fine, c'est de revendre tes parts, à un prix plus élevé et d'empocher une plus-value. Bien sûr, il y a cette notion effectivement d'empocher une plus-value. C'est un temps long quand même quand on parle d'activisme. Et jusque-là, les campagnes qu'on a menées, en tout cas, en France, il y avait toujours un sujet social. Orpea, enfin je veux dire, il y a un livre qui est sorti qui démontre effectivement toute la maltraitance. Il y a un board qui effectivement se comporte, on va dire, pas forcément de manière adéquate. Sur Carrefour, on voit qu'effectivement qu'il y a des problèmes avec les franchisés, qui sont pointés du doigt. Donc, je veux dire, là, effectivement, il y a aussi un sujet qu'on peut évoquer. On peut évoquer aussi le problème du share price. Et je pense que, pour moi, si tu veux, l'activisme, ça va au-delà de simplement faire du bruit et simplement faire du profit. C'est bien plus profond. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu discutes avec des investisseurs anglais ou américains, la raison pour laquelle ils ne viennent pas en France, c'est que la France, c'est un club. C'est un club et finalement, si on fait pas partie du club, la gouvernance, c'est un peu poreux, on comprend pas trop ce qui se Mmh. passe, les gens sont c'est un espèce d'entre-soi. Et ce qui veut dire qu'en fait, je pense que ça limite les investissements étrangers en France. Voilà. Et c'est pour ça qu'on acte en fait pour ça en se disant: «Bah, je pense que la France a un vivier d'entreprises, à savoir on a beaucoup axé sur les startups, on a beaucoup de large cap et en fait au milieu, les small et mid cap, bah, là il y a un trou et on a besoin d'attirer des Ouais, capitaux». d'ailleurs, quand tu parles de la France, mais comment t'expliques en fait le fait qu'il y ait si peu de hedge funds en France? Est-ce que c'est l'environnement politique, économique qui est pas propice, ou d'autres choses? Bah, il y a un certain nombre de points. C'est que je pense que, même aujourd'hui, si tu regardes chez Millennium, beaucoup de PM sont basés dans le Middle East, hein. Mmh. Donc, je veux dire, il y a une raison centrale, c'est que, où sont les capitaux? Je veux dire, même nous aujourd'hui, dans les investisseurs qui nous suivent, on a quand même des investisseurs du Middle East, de l'Arabie Saoudite, on a aussi des Français naturellement, hein, et des Américains. Mais je veux dire, il y a aussi ce point, il y a qui a vraiment envie, d'investir dans les hedge funds? Et je pense qu'il y a aussi une espèce de culture française qui est de se dire, on a une vraie culture du private equity en France. Mmh. Ça, c'est Mmh. indéniable, Mmh. et ça, je pense que, il y a pas aussi cet amour, par exemple, qu'ont les Américains pour la bourse. Les Français, vraiment, la bourse, c'est mon gestionnaire de patrimoine qui s'en occupe et puis, bon, en fait, il met à peu près l'argent où il veut. On sent qu'il y a un espèce de changement et je pense que l'arrivée, par exemple, peut-être de la crypto a éveillé les jeunes et ils se sont dit: «Bah, il y a la crypto», puis maintenant beaucoup s'éveillent en disant: «Bah, il y a pas que la crypto, il y a aussi des sociétés». Et donc moi, je suis toujours ravi de discuter avec des jeunes en disant: «Bah, ouais, on a des entreprises extraordinaires». Bah, justement, les jeunes, parlons-en. Il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui, vont être, passionnés par ton discours, qui vont vouloir rejoindre, un hedge fund. Hem, Quel type de profil, toi, tu recherches chez, White Hat Capital? Alors, nous, ce qui on prend des gens qui sont, qui ont déjà fait un peu leurs armes, pour être tout à fait transparent. Pourquoi? Parce que notamment sur la partie activiste, je pense qu'il faut de l'expérience. Sur la partie long short, c'est pareil, ça nécessite quand même un certain nombre de connaissances. La partie modélisation est quand même importante, on l'évoquait tout à l'heure et c'est surtout, en fait, comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le problème qu'il y a chez les jeunes, mais on l'a tous,
C'est-à-dire que ça s'invente pas d'être investisseur, c'est un mindset. C'est-à-dire que moi, quand je passe pas mal de temps aux États-Unis et le groupe d'amis qu'on est à New York, on a ce mindset vraiment de qu'est-ce que l'investissement, qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est là où je pense que euh, quand tu parlais tout à l'heure de switcher du M&A au hedge fund, je pense qu'en fait, quand je vois les jeunes, je leur dis très rapidement, mais qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Et c'est pas se lancer faire du M&A pour faire du M&A, c'est de se dire, moi j'ai fait bifurquer beaucoup de jeunes vers l'equity research au lieu d'aller en M&A, parce que je dis, bah, c'est peut-être ça qui te plaît plus si tu as envie d'investir, et après tu peux aller dans le Mmh. hedge. Et c'est là où je dirais que c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, les mêmes analyses qu'on va faire. Et je crois que ce qui est incroyable, et notamment, c'est qu'il faut que les jeunes se forment à ça. Et il y a beaucoup aujourd'hui, on va dire, de formation pour le M&A et tu y contribues aussi énormément et c'est très bien. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des petites académies qui se montent. Autrefois, quand tu vois par exemple Citadel et Point72 recruter chez les banques, aujourd'hui c'est absolument plus le cas. Mmh. Ils vont recruter directement, enfin Point72 a une académie notamment, Citadel commence à en monter une, et en fait tous les hedges petit à petit commencent à prendre des jeunes et finalement et à les former. Et ce qui est très intéressant, quand tu regardes le profil, moi je vois les PM avec qui je discute, qui sont dans ce qu'on appelle ces gros pods, hein, donc c'est Citadel, c'est mieux que ça. C'est souvent des gens qui ont des profils atypiques. C'est-à-dire que en fait, ils ont une dimension, ils ont autre chose, alors que c'est vrai qu'en France, si tu me demanderais pourquoi il y a peut-être pas forcément la culture du hedge, parce que je pense qu'il y a la culture de l'école en France, qui est une barrière centrale pour moi, qui est de dire, bah, si tu as pas fait telle école, tu peux pas travailler dans tel fonds. Et en fait, dans l'investissement, ce que moi j'ai toujours adoré, c'est qu'en fait, on te juge sur ton PNL. Et donc, ton PNL, en fait, c'est qui tu es. C'est-à-dire que là, tu as plus ton tombstone, ouais, j'ai bossé sur tel deal M&A, c'est génial. Ok, mais les gars, vous étiez combien? C'était qui le decision maker à la fin? Là, je veux dire, quand un analyste, il bosse avec toi, donc, dire, quand tu fais un trade et que tu lui fais confiance, notamment, on parlera sûrement du salaire, mais c'est un sujet qui, en fait, c'est là où on est rémunéré. Et donc, moi qui suis ancien athlète de haut niveau, j'ai fait du triathlon pendant longtemps, tu peux pas te cacher derrière tes petits camarades. Tu as ton trade qui est là, tu as ton PNL, tu as fait tant à la fin de l'année. Alors justement, si tu prends un profil expérimenté, qu'est-ce que tu vas quand même rechercher? Tu vas aller chercher où? Tu cherches quelles compétences? Mmh. Quel mindset? Ouais. Et puis s'il y a quand même des jobs, on va dire des parcours classiques à faire avant, ce seraient lesquels? Ouais. Alors les profils, nous, qu'on recherche, c'est vraiment des gens qui ont ce mindset d'investissement. Je pense qu'il faut avoir commencé tôt. On peut se découvrir aussi, hein, attention. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut avoir commencé tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de rep. Plus tu as de rep, meilleur tu es un investisseur. Et le sujet, c'est que, comment dire? Une thèse d'investissement, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre 2, 3 semaines, des fois un mois quand le gars est junior. Donc ça veut dire qu'en fait, il a que 12 reps dans l'année, tu vois? Ou un peu plus, ce qui est absolument rien par rapport au nombre de trades qu'on va faire. Mmh. Et donc c'est là où quand tu as commencé jeune, moi la faculté, en tout cas la chance que j'ai eue, c'est ce que je dis, c'est que j'ai commencé jeune, j'ai fait des tas d'erreurs. Et aujourd'hui, du coup, j'ai beaucoup moins d'ego, parce que ce qui te tue dans l'investissement, c'est avoir de l'ego. Il faut avoir beaucoup d'humilité face au marché. Et donc, quand tu as cette humilité-là, ça c'est ça qu'on recherche. Quelqu'un qui a de l'humilité, qui a cette espèce de drive, qui a envie, et quelqu'un qui est motivé. Parce que c'est vrai qu'en M&A, on travaille énormément, mais dans le milieu des hedge funds, ce qui est très vicieux, c'est que on se rend pas compte du nombre d'heures qu'on fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de lectures. Donc ouais, il y a de la production, mais le soir, tu vas rentrer, et tu vas forcément lire sur la société. Le matin, dès 6h30, tu es branché sur ton Bloomberg avec tes news. Donc le soir, ouais, tu rentres, tu peux avoir, on va dire, pour certains, une vie de famille, mais en fait, tu as encore des trucs à faire. Ouais, tu déconnectes Tu rarement, tu quoi. déconnectes rarement, c'est-à-dire que le dimanche, quand tu as un gars comme Trump qui te fait des annonces, même, au milieu de nowhere, tu es obligé d'être connecté. Et donc, le dimanche, tu prépares ta semaine, et c'est souvent là le week-end, en fait, où les marchés sont complètement déconnectés, donc tu peux prendre un peu de recul. Mmh. Donc le dimanche après-midi, généralement, tu vois, tu prépares ta semaine, tu digères un peu ce qui s'est passé pendant la semaine, ce que tu as pas forcément pu voir, et derrière tu dis: «Bon», tu arrives le lundi, tu fais: «OK les gars, qu'est-ce qu'on fait?» Et je dirais que le meeting, entre guillemets, du lundi matin, il est très important pour, en fait, à peu près planifier, ce qui se passe. Tu parlais des formations tout à l'heure pour, les hedge funds. Quelles sont les différences entre un entretien un peu classique pour du M&A, du PE, Mmh. et un entretien en hedge fund? Et autrement dit, qu'est-ce qu'il faut absolument maîtriser au niveau technique? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de questions que tu poses ou que tu poserais en entretien à un candidat? Ouais, alors, c'est 2 mondes différents, parce que c'est vrai que les entretiens M&A sont des choses finalement assez techniques, Mmh. mais du coup, on teste.
Alors évidemment, à un moment donné, tu as le stade du modèle, donc on sait si le gars sait faire un modèle, mais en fait, ça s'arrête là. C'est-à-dire que si tu as bien bossé, tu peux réussir. Mmh. Le sujet du hedge, c'est que déjà, tu vas faire un stock pitch. Donc, c'est-à-dire que avant même d'être sélectionné, si tu candidates chez nous, c'est pour ça que quand quelqu'un m'envoie un message LinkedIn, bah, je réponds des fois par courtoisie, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que tu as dans le ventre. Donc, tu m'envoies ton stock pitch, et donc, partie de ton stock pitch, je sais vraiment ce que tu vaux. Alors, on peut tous s'améliorer. Moi, le premier stock pitch, c'était pas extraordinaire, hein, mais on s'améliore au fil du temps. Mais du coup, tu as creusé une idée d'investissement, tu sais de quoi tu parles, et moi, ce que j'aime chez un jeune, c'est-à-dire qu'il a quelque chose en plus. C'est-à-dire que il vient, il connaît une thématique que moi, par exemple, la tech, je maîtrise pas forcément tous les sujets de la tech, mais si j'ai un gars qui vient et il y a 2 ans qui venait et me dit: «Moi, je connais Nvidia sur le bout des doigts», ou aujourd'hui qui me dit: «Je connais le nucléaire sur le bout des doigts», il va m'intéresser, tu vois? Et c'est à partir du stock pitch que tu dis: «Ben, on peut avoir une discussion», et en fait, toute la discussion que tu vas avoir, elle va tourner autour de ça. Donc il faut quand même une expertise sur, une verticale, un secteur, une entreprise et ça suscite ton intérêt, quoi. Exactement, et ce qui est intéressant, c'est que bah, tu vas en plus le gars, il va candidater chez toi, il va te donner son stock pitch, et quand tu as un certain nombre de jeunes, en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais on a un fichier Excel où on traque. On traque si est-ce qu'effectivement le gars a fait un bon pic ou un mauvais. On fait tous des mauvais pics. Mais ce qui est très intéressant du coup, c'est que tu pourrais dire: «Ben, je pourrais prendre finalement que les jeunes qui ont piqué un super stock». Bah, j'ai envie de dire non, en fait, c'est l'inverse qui est plus intéressant. Quand tu prends un gamin qui a piqué un stock et il s'est planté, ce qui est très intéressant d'aller chercher, c'est de voir l'humilité qu'il a eue et s'il a été capable de faire, de comprendre où il a fait ses erreurs, tu vois? Et c'est ça qui est, Et Kevin, je suis sûr que tu vas recevoir quelques stock pitch sur LinkedIn, dans les prochaines semaines. avec plaisir. Il faut faire quoi pour, structurer un stock pitch déjà? Ouais, alors un stock pitch effectivement, ça prend un peu de temps parce que, tu as plusieurs manières de le faire. Tu peux pitcher à ton PM, une idée de stock, moi il y a la méthode que j'appelle, 3 minutes, 30 secondes, 30 secondes, 3 minutes et 30 pages. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 30 secondes, tu es capable de pitcher, tu vois, quelques mots: «Tiens, il y a ci qui se passe, tel catalyst tac». Voilà, tu te croises dans le couloir, ça c'est comme ça, ou tu croises le mec en un event, c'est comme ça que tu pitches le gars. Après, il y a le 3 minutes où tu vas avoir quelque chose d'un peu plus élaboré, une discussion, on va te poser une 2 questions, et après, donc les 30 pages, c'est là où tu vas faire quelque chose un peu d'extensif comme à la banque entre guillemets. Bon, il y a quand même une alternative qui est ce qu'on appelle le one pager ou two pager, où donc là, tu vas présenter effectivement ta boîte, et je pense qu'en fait, c'est par là où il faut commencer, c'est-à-dire que, bah, c'est assez simple. Qu'est-ce que tu as sur un stock pitch? Tu as la compagnie, donc c'est intéressant de comprendre la société, mais le problème qu'ont les gens sur un stock pitch, c'est qu'en fait, ils reprennent ce qu'ils ont lu, et du coup, si tu veux, ça devient quelque chose d'extensif. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le principal. Par exemple, c'est de me dire: «C'est quoi la croissance de la boîte sur 10 ans? C'est quoi la croissance de l'EBITDA, la croissance d'EPS?» Des choses, trois choses comme ça, ce qu'on appelle l'algorithme, en fait. L'algorithme de la boîte, c'est quoi? Elle fait quoi? Quel secteur? C'est qui ses compétiteurs? Mmh. Est-ce que l'industrie, elle est en croissance? C et quand t'as décrit ça, donc déjà, tu as ta société, tu as ton industrie, et c'est là où après tu vas rentrer vraiment dans ta thèse d'investissement. D'accord, c'est quoi tes 3 points centraux, qui fait que là, aujourd'hui, tu vas réussir comment dire? Il y a un élément différenciant. Mmh. Qu'est-ce qui fait que le stock, il va monter? Et quand tu as décrit ces 3 points, c'est peut-être le plus important, et ça nécessite un peu de recherche, ça nécessite de faire un modèle, mais il y a pas besoin de faire des modèles trop complexes au départ, et après tu vas présenter effectivement entre guillemets «les catalystes», et là tu vas arriver sur le risk reward. Donc le risk reward, c'est de dire: «C'est quoi mon risque? Pour combien je gagne?» Et grosso modo, si tu as un ratio qui est en dessous, quand tu en dessous de 2,5, 3, c'est pas forcément la peine d'y aller. Donc il te faut quand même un bon ratio, et l'idée, c'est de dire: quand est-ce qu'il faut rentrer? Et beaucoup de jeunes, souvent, font l'erreur de dire: «Bah, faut rentrer maintenant», et en fait, non, il y a peut-être un événement qui fait qu'on peut rentrer un peu plus tard. Et toute la difficulté dans ce speed, c'est se dire, et c'est là où c'est quoi après le plan de trading? Et c'est peut-être ça le plus difficile à élaborer. Alors si tu as bien fait ça et que tu décroches, une offre dans un hedge fund, il y a quelque chose qui attire aussi beaucoup les jeunes, c'est la rémunération Mmh. et quand on parle de hedge fund, on a souvent, des idées un peu folles sur les packages. Est-ce que, c'est systématiquement supérieur, au M&A ou au private equity? Mmh. Et de manière plus globale, comment évolue cette rémunération avec le temps dans un hedge fund? Ouais. C'est bien de démystifier parce qu'effectivement, je pense que, il y a beaucoup de mécompréhension, et le point central, c'est de comprendre que, hem, en hedge, on est payé parce qu'on fait du PNL. C'est comme je disais tout à l'heure, comme un trader, et donc, s'il y a pas de PNL à la fin de l'année,
bah, il y a pas de bonus. Mmh. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très différent alors on peut séparer en plus le M&A LP. Le M&A, c'est un système, de project management, de flow de deal et où la banque, tu es sûr, va t'assurer en fait un espèce de salaire un peu constant qui te permet d'être confortable. Il faut pas se mentir, il y a un salaire fixe qui est quand même assez raisonnable par rapport au temps qu'on y passe et je pense que c'est tout à fait normal, même si certains se plaignent parfois. Mais je veux dire, après la partie variable va là aussi dépendre des bonus. Donc tu as un espèce de confort. En private equity, je pense que c'est plus ou moins la même chose, mais généralement le fonds de PI, généralement comme il a déjà bien levé, tu vois, il a sa structure qui est en place, il est capable de t'assurer en fait une espèce de rémunération et le carry, bon, bah, c'est Mmh. la chose espérée, par rapport à tous les investisseurs en pays. Le sujet du hedge, c'est que, par exemple, si tu fais une mauvaise année, moi, c'est ce que je dis quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui dit: «Tiens, je veux», notamment là avec l'IA, il a dans le fond, les gens viennent, disent: «Kevin, je veux telle base de données, je veux ci, tiens, j'ai besoin de ce camp de système, tiens, tiens» et cetera. OK. Je dis toujours aux gars, je dis: «Tu vois, chaque dépense que tu me prends, tu divises par 2 et quand tu divises par 2 c'est le montant sous gestion qu'on a besoin en plus pour juste éventuellement faire cette dépense. Parce que finalement, tu as ton management fees, donc ton management fees qui permet de payer ta structure, payer tes salaires, on va dire fixes, et après la rémunération vient du PNL. Et donc en fait, quand tu regardes dans beaucoup de hedge, et j'ai beaucoup de copains qui sont comme ça, qui ont commencé comme ça, ton salaire de base est beaucoup plus faible. D'accord. Et donc en fait, il faut que tu prouves. Et c'est pour ça que Faut que tu performes, quoi. il faut que tu performes. Et les gens qui vont en hedge en pensant que ils vont devenir millionnaires demain, ben, en fait, je pense que c'est une hérésie. Parce que si tu vas juste en hedge pour faire de l'argent, bah, tu vas passer 1 an ou 1 an et demi chez Citadel et tu vas être dehors. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un mindset où il faut que tu aimes le game. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce game de je bet, j'ai raison, je perds. Et c'est un game où c'est très long en fait, parce que le temps de t'améliorer, ça va prendre énormément de temps. Et là où un M&A est capable de dire, allez, en 3 ans, 4 ans, j'ai déjà fait une bonne carrière, en hedge, c'est peut-être pas forcément le cas, et d'un coup, ça peut exploser. Et puis d'un coup, peut-être que ça va avoir une mauvaise année. Je vais te raconter l'exemple d'un ami qui est à New York, qui gère un gros hedge. Il a à peu près, pour te donner une idée, 3 ans de savings. Parce qu'il dit à sa femme chaque jour quand je me lève, il dit, si jamais un jour on a une mauvaise année, il faut payer l'école pour les enfants, il faut payer c'est ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans la particularité des gens qui sont en hedge, c'est qu'il y a une humilité et il y a aussi une humilité dans le train de vie. C'est-à-dire que en fait, on fait très attention parce qu'on sait que tu peux avoir une bonne année et on sait que tu peux avoir une mauvaise année. Et en fait, la mauvaise année, il faut être capable de la gérer. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment que les jeunes soient sensibles à ça. Hem Parce que c'est pas aussi confortable que le M&A. Enfin, je veux dire, quand tu vois dans, enfin, Citadel broie une tonne de mecs où ils viennent 1 an et grosso modo, ils sont dehors. C'est une réalité. Et quand tu t'es fait virer de chez Citadel, tu vas intéresser plein de petits fonds, potentiellement. Mais il y a plein de mecs qui vont dire, bah ouais, mais du coup, t'as sauté. Tu vois? Mmh. Et donc, je pense qu'en fait, il y a une erreur là encore, c'est que il faut que tu fasses tes preuves et en fait, après, tu commences, si tu veux, à pouvoir intéresser les gros fonds. Et donc, il faut pas se griller trop tôt. Parce que, tu vois, je discutais la semaine dernière, avec un gars qui a été chez Millennium et c'est ce qu'il disait. Il disait, bah, en fait, j'ai fait mes armes, je suis rentré un peu tard dans ma carrière chez Millennium, mais j'étais prêt. J'étais prêt. Mmh. Et donc, c'est pas comme, si tu veux, où, en M&A, très tôt, ce qu'il faut, enfin, je pense que tu vas aller taper des noms assez importants et te dire: «Bah, c'est ça qui va me faire mon track record». Là, c'est en fait, je construis mon track record au fil de l'eau et derrière, je sais que finalement, ça va payer. Alors, je vais ouvrir la dernière partie du podcast, avec 2 études de cas, White Capital, c'est Orpea et Carrefour. Oui. Alors, je commence par Orpea, qui s'est passé en 2024 où là, tu lances une plainte contre, l'ancien conseil d'administration, de l'entreprise. Alors, pour restituer un peu le contexte, c'était suite à la publication du livre Les Fossoyeurs dont tu as déjà un petit peu, parlé en 2022, qui mettait clairement en cause, le groupe dans sa gestion des EHPAD. Et puis plus globalement qui, posait le débat, des contradictions en fait entre, la recherche de profit, d'entreprises comme Orpea et puis la qualité, de soins dus, aux résidents. Est-ce que tu peux nous raconter, quels étaient les fondements d'abord et les objectifs ensuite de cette campagne? Ouais, bien sûr. Les fondements, je pense que ça a commencé par un sujet, c'était, la souffrance. Je veux dire, à la lecture de ce livre, je pense que ça te noue les tripes, ce que tu peux lire et j'avoue que
J'avoue que ça m'a profondément, en tout cas, touché, du coup, la voie qu'on avait, effectivement, était de se dire, bah, il y a la voie actionnariale et puis, en plus, effectivement, les investisseurs, ont perdu beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup de petits porteurs et le point central, c'est qu'Orpea, c'était vu, effectivement comme une société, un EHPAD, mais c'était surtout vu, comme une société qui a de l'immobilier. Et il y a eu effectivement un certain nombre, d'informations frauduleuses, mais aussi un certain nombre de frauduleux, mais aussi d'un point de vue comptable, tu vois? Et c'est pas finalement, là, il y a une vraie responsabilité du board et comment vous n'avez pas pu voir, toutes ces informations et comment un journaliste qui passe, Victor Castanet, qui je rends hommage, mais comment un journaliste avec du travail, de la persévérance, en 1 an et demi, 2 ans, arrive à remonter toutes ces informations et le board ne peut pas être au courant. Et donc moi, je trouve ça complètement, en fait, complètement aberrant. Et surtout, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que du coup, qui est censé représenter les investisseurs? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité des gens du board de comprendre que c'est pas juste des jetons de présence et toucher de l'argent d'être au board. Il y a un vrai travail de fond qu'il faut faire. Quand tu es au board, il faut savoir que tu as à peu près le droit d'ouvrir, ce que tu veux comme porte, tu as à peu près le droit de discuter avec n'importe quel directeur de division et c'est ça être au board, c'est ça représenter les investisseurs. Parce que du coup, si le board ne représente pas les investisseurs, que le CAC, donc le commissaire aux comptes, enfin je veux dire ces derniers temps était quand même, je veux dire on a eu sur la place de Paris Deloitte qui a quand même été remis en cause sur pas mal de on va dire de cas, hein, notamment sur le cas Atos, sur le cas Casino et donc là tu te poses la question, bah, finalement quand je suis investisseur, qui c'est qui me sauve quoi? Et il y a personne et donc il y a personne qui a été capable jusque-là de démontrer et de se dire: «Bah, on fait une class action» et donc dans cette volonté, on a une volonté de dire: «Ben, on se lance», effectivement, donc on a collaboré avec le cabinet, Bruzo Dubuc et avec Cédric Dubuc à qui aussi je rends hommage et effectivement, Cédric avait une thèse d'investissement qui était enfin une thèse en tout cas pour un angle d'attaque juridique et c'est là où je me suis dit: «Mais tiens, est-ce que finalement on peut pas lier l'activisme et le contentieux ensemble?» Mmh. Et en fait, c'est inédit parce que c'est quelque chose qui se fait très rarement et c'est pour ça qu'on a mené cette campagne. Un, pour honorer effectivement, tous les gens qui ont souffert et leurs familles, et 2, effectivement, aider les actionnaires et montrer en fait, en faire une espèce de cas d'école où je le souhaite, j'espère que ça fera jurisprudence pour montrer qu'il y a une responsabilité de conseil d'administration et il faut que ça change. Alors c'était quoi votre angle d'attaque? Alors notre angle de l'attaque, c'est qu'effectivement le board n'a pas, avait connaissance probablement de certaines informations et qu'ils n'ont pas révélées, les CAC effectivement, le commissaire aux comptes était aussi, poreux dans un certain nombre d'éléments, dans la capitalisation des loyers. Il y avait une méthode qui était utilisée qui effectivement était unique, mais en fait c'était juste pour pas, si tu veux, dépasser les covenants au niveau de la dette. Voilà donc quand tu creuses tout ça effectivement tu te rends compte que bon, il y a beaucoup de, c'est pour ça que ça s'appelle white light, c'est qu'on met un peu de lumière, en tout cas, si tu veux, sur les ombres noires, voilà. Et alors du coup, concrètement, comment tu fais pour monter une action collective et regrouper, plusieurs, centaines, parfois milliers d'investisseurs? Ouais, alors il faut effectivement, il y a un travail de fond, il y a un travail de fond. Effectivement, il faut que tu aies accès à la liste des investisseurs, Mmh. donc je dirais que la liste des investisseurs institutionnels, je veux dire avec un Bloomberg, c'est assez facile, tu les as. Il faut les rencontrer, parce que ça, c'est encore le sujet. C'est-à-dire que tu vas rencontrer ces gens, tu vas leur expliquer, ta thèse, qu'effectivement tu représentes aussi, tu as un cabinet d'avocats qui te représente et c'est là où, tu te dis: «Bon, bah, voilà mon idée, voilà ma thèse». Donc tout comme une thèse d'investissement, tu la pitches et les gars te disent: «Bah, OK, j'y crois pas» et le point peut-être le plus dur, c'est, comment tu récupères les investisseurs, minoritaires. Voilà et donc une fois que tu as accès, aux actionnaires minoritaires, parce que quand il y a les assemblées générales, si tu veux, en amont, tu peux avoir accès à la liste des minoritaires et donc une fois que tu as cette liste de minoritaires, ben, grosso modo, tu les contactes. Donc il y a aussi un travail à faire, qu'on a fait à travers l'association qui était de les regrouper, et aussi de les convaincre. Et ça prend beaucoup de temps Et ça, ça j'imagine? ouais, ça prend du temps, ça prend du temps et puis surtout, il faut que tu montres une espèce de crédibilité, et que leur montrer que et surtout couvrir leurs pertes parce que quand je dis couvrir leurs pertes, ce qu'il faut comprendre et c'est un point central quand même, c'est que quand tu fais une action en justice, tu peux la gagner, mais tu peux potentiellement la perdre et donc si tu la perds, tu as ce qu'on appelle l'article 700. L'article 700, te dit en droit que finalement tu dois couvrir les frais de la contrepartie, si jamais tu perds et donc là, tu dois monter tout un système financier donc Whitelist a notamment financé, si tu veux parce qu'au départ tu as des coûts, il faut payer les avocats, payer et cetera. Whitelight s'est adossé, si tu veux, à un fonds de contentieux. On a co-investi pour financer ces frais-là
et aussi, si tu veux couvrir, en cas, de perte, les dommages potentiels qu'il peut y avoir pour les actionnaires. Donc tous les actionnaires qui finalement rejoignent la cause sont sûrs en fait de dire: «Bah, si on gagne, en fait, c'est que du bonus et on récupère une petite partie de l'investissement». La campagne a été lancée en 2024. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Alors sur Orpea, on a effectivement, on a closé, la partie, la première partie qu'on avait faite, elle a été closée à peu près en février. Donc effectivement, il y a eu 1 200 investisseurs qui ont rejoint, on va dire la cause. On a réussi à peu près à en mettre, 550-600 parce qu'il y avait des notions de date avec la sortie du livre. Donc tous les investisseurs n'ont pas pu participer au premier contentieux qu'on a mis en place et on réclame à peu près 180 millions d'euros en justice, qui est quand même une première, en tout cas en termes de volume, de montant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et on attend le temps judiciaire. Voilà le temps judiciaire. Les avocats ont eu la première audience, qui s'est très bien passée. Donc maintenant, je dirais, c'est entre les mains des avocats en qui, évidemment, j'ai une totale confiance, hein, et qui effectivement vont mener à bien ce procès. Alors le deuxième cas emblématique, c'est évidemment celui de Carrefour, hein. Oui. Pour ne rien cacher à notre audience, tu étais ce matin même à l'assemblée générale du groupe, Oui. et puis tu as la gentillesse de venir faire ce podcast cet après-midi, après cette assemblée. Alors pareil, pour redonner le contexte, il y a un système de franchisation qui, selon toi, est très désavantageux pour les franchisés, et Mmh mh. tu soutiens une association Mmh. qui regroupe plusieurs franchisés du groupe. Alors c'est même 260 magasins, Mmh. et eux, eh bien, ils se battent contre eux, enfin, ils se luttent contre le groupe Carrefour et ce système de franchise mis en place par Alexandre Bompard depuis 2017. Mmh. De la même manière, est-ce que tu peux nous repréciser Oui, bien sûr. les fondements de cette démarche? Ouais, les fondements de la démarche, viennent effectivement, de mon époque chez BNP Paribas où en 2017 effectivement, dans le Middle East, il y a un deal qui se close entre BNP et enfin BNP close un deal si tu veux avec ce qu'on appelle MAF dans le Middle East, donc un fonds grosso modo, qui rachète certains actifs Carrefour et tiens ça attire mon attention. Et à partir de là, je commence à m'intéresser au sujet. Je suis invité au Middle East Investment Summit où je parle de l'activisme, où Bill Ackman était l'année d'avant, donc j'étais très honoré. Et donc effectivement, Carrefour est toujours resté un petit peu dans le coin de ma tête. Voilà, je surveillais un petit peu effectivement la stratégie qui était menée, la performance du groupe. Et c'est vraiment, donc 2017, tu vois, ça date quand même un petit peu, hein. Et c'est vraiment quand il y a la sortie, du livre de Jérôme Colombel, donc pour mettre du contexte, hein, c'est l'ancien, directeur contentieux de Carrefour, qui sort son livre avec des pièces, des éléments et c'est là où je me dis, «Tiens, c'est intéressant, il y a de la matière à creuser et c'est peut-être encore plus profond que ce que je pensais». Et en fait, sur Carrefour, il y a effectivement le problème actionnarial, c'est-à-dire que, bah, le stock n'arrive pas à performer, hein. Je dis que depuis qu'Alexandre Bompard est arrivé, grosso modo, le stock a perdu 40 quand Tesco en a pris 113. Voilà, donc quand on regarde le secteur de manière globale, tu Oui, te c'est important de comparer par rapport aux concurrents. ouais, Parce que quand tu compares aux concurrents, enfin là, tu vois, il y a encore un deal qui a été qui a avorté en M&A. On comprend, Alexandre Bompard n'a pas voulu commenter ce matin, mais il dit que c'est l'attractivité du groupe, peut-être, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a un certain nombre de problèmes avec les franchisés que du coup, certains ont peur. Voilà, donc on peut aussi soulever des questions, tu vois? Tu as été aussi en M&A, tu vois? Quand un deal, ne va pas au bout, c'est qu'il y a de la réticence de l'autre mmh, côté. mmh. Mais mon point central, quand on revient sur le sujet, c'est de dire, effectivement, il y a une franchisation, donc il y a un certain nombre de franchisés qui se sont regroupés, donc ils étaient ouais, là jusqu'à l'année dernière 260, maintenant ils sont 350. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'association de base qui s'appelle l'AFC, Mmh. donc l'association des franchisés de Carrefour, qui elle effectivement revendique un certain nombre d'éléments, notamment dans les contrats. Et ce qui est assez particulier sur le sujet de Carrefour, c'est que c'est pas une campagne activiste classique pour nous, parce que il a fallu se plonger encore une fois dans toute la partie juridique. Il faut que tu ailles replonger dans les contrats, hein. Tu te rends compte qu'il y a des clauses qui sont aussi remises en cause par Bercy, qui potentiellement peut mettre une amende, hein, de 200 millions, je rappelle. Donc tu vois, il y a aussi beaucoup de contentieux actuels. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces contentieux sont un peu spéciaux parce que c'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. C'est-à-dire que là, tu peux pas forcément faire une class action parce qu'il y a un arbitre, donc chacun a un arbitre et ils évaluent au cas par cas. Et il faut savoir qu'un franchisé, ça lui coûte à peu près, je vais peut-être exagérer le montant, mais 100 000 € par contrat pour se désengager. Donc ça lui coûte très cher. Donc il n'a pas forcément les Mmh. moyens de Mmh. pouvoir se défendre. Donc quand tu dis ça, tu te rends compte qu'il y a un certain nombre de franchisés qui se rebellent, qui ne sont pas contents en France, mais il y a aussi le cas en Belgique. Donc tu dis tiens, c'est intéressant, il n'y a pas que la France. Et puis d'un autre côté,
tu te dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que est-ce que les actionnaires ont déjà essayé de faire quelque chose? Et concrètement, Kevin, qu'est-ce qui est désavantageux pour les franchisés dans ces contrats? Bah, il y a plusieurs choses, tu vois? Par exemple, là, les franchisés, notamment à travers l'AFC, ils ont été, ils vont sourcer leurs produits, dans une autre centrale d'achat parce que c'est trop cher. Tu vois? Par exemple, toutes les analyses qu'on a fait, qu'on a publiées sur notre Substack, je veux dire, aujourd'hui, tu regardes un gars qui est chez Carrefour, qui passe chez Système U, il a des marges qui sont supérieures. Donc je veux dire, tu peux blablater autant que tu veux. Il y a des chiffres. Les chiffres, ils mentent pas. Voilà. Il y a un autre sujet, c'est que, si tu veux, il y a un sujet sur les salariés. C'est-à-dire que quand tu mets un magasin en franchise, du coup, tu te dédouanes de la du des salariés. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec les salariés, c'est toi, franchisé maintenant, qui doit comment dire? En devenir. C'est toi qui es responsable et cetera, et c'est ce qui est reproché par les syndicats. C'est dire, bah, du coup, Carrefour doit réduire, c'est un des plans de central du plan, de Bompard qui se termine en 2026, dire: «On doit réduire» entre guillemets, enfin trancher dans les coûts, donc on coupe la masse salariale. Bah, pourquoi pas, en tout cas c'est la thèse, pourquoi pas faire de la franchisation? Donc il se défend avec des arguments que je peux entendre, hein, mais je vois aussi moi l'impact social, et je pense que en fait, ce qui est très important, c'est de descendre sur le terrain. Je veux dire, quelqu'un comme Bernard Arnault, et je le cite une deuxième fois, mais il est très connu pour aller le samedi, ou même le vendredi dans des stores, il va voir. Zouari, qui détient aussi Picard et un certain nombre de casinos, est très connu, pour descendre comment ça s'appelle? Dans les magasins et voir ce qui se passe. Et je pense que chez Carrefour, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, tu as une dissociation entre le haut et le bas. Tu as la direction qui a effectivement, une stratégie, et puis, tu as le bas qui souffre et qui lui dit: «Non mais moi ça suffit, je peux plus». Quel est l'objectif de ta campagne? Est-ce que c'est simplement, une modification du modèle de franchise ou plus globalement, et à t'entendre, on pense quand même que c'est ça, un changement de gouvernance avec le départ d'Alexandre Bompard et puis, une nouvelle stratégie, plus globalement, mise en place par le groupe? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un sujet. Donc, de toute manière, Alexandre Bompard, encore une fois, est jugé par sa performance. En 8 ans, il a touché 41 millions d'euros pour détruire 5 milliards de valeur. Grosso modo, c'est à peu près la valeur qui a été détruite pour les actionnaires quand on prend les dividendes et les rachats d'actions. Il y a eu un rachat d'actions massif ces 3 dernières années. On a démontré ça avec des chiffres. Donc les actionnaires souffrent. Voilà, et donc ça, c'est entre guillemets, ça soulève des questions. On est à la fin du plan stratégique puisque c'est 2026. Son mandat, effectivement, va jusqu'en 2026. Donc il y a un certain nombre aussi, d'interrogations, de ce point de vue-là. Et donc effectivement, quand on regarde la gouvernance, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de board members qui sont indépendants, hein, quand on regarde vraiment dans le détail. Et donc on peut se questionner finalement, encore une fois, qui c'est qui représente l'intérêt, des actionnaires? Et contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut écrire, si tu savais le nombre de mails qu'on reçoit, d'actionnaires américains et anglais, c'est extraordinaire. Et donc c'est là où tu vois que, quand tu discutes avec, les gars en equity research, tu sais qu'aujourd'hui il y a un gars d'equity research qui a pas été accepté a été accepté à l'assemblée générale. Donc tu vois, l'assemblée aujourd'hui, elle était dans 2 salles. Tu vois, historiquement, normalement, c'est ça, et tu peux te dire: «Ah tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Donc est-ce qu'il y a une peur du management? Est-ce qu'ils essaient de camoufler, tu vois, et de se protéger? Et l'autre point qui est là, c'est de se dire, au niveau des investisseurs, quand tu auras l'actionnariat, moi je pose juste une question: pourquoi il y a moins d'actionnaires français qu'avant dans le titre? Est-ce qu'ils ont une meilleure connaissance du terrain, des choses qui se passent, et que du coup les investisseurs anglais, américains, puisqu'on communique moins, le voient peut-être l'impact un peu moins et Mmh. croient dans le titre? Donc je mets juste beaucoup de question mark. Alors d'extérieur, ça paraît un peu difficile, de s'attaquer à un mastodonte comme Carrefour. Est-ce qu'il y a pas un peu de pression quand tu vas à une AG comme ça, comme ce matin? C'était tendu Alors tendu pour qui? pour, le management, mais peut-être aussi Ouais, heu pour les investisseurs? Parce qu'il heu y a il y a des éléments à remonter et c'est peut-être pas toujours super agréable. Non, c'est pas très agréable d'entendre. Je pense que ce qui a été le moins agréable ce matin à entendre pour le management, c'est notamment quand on entend effectivement les syndicats s'exprimer à cause effectivement de la souffrance terrain qu'il peut y avoir. Ça, je pense qu'effectivement, c'est pas agréable. Après, nous, par exemple, on a effectivement, on a transmis, hier une liste de 200 questions au management où on demande une réponse dans les 30 jours. Ils Et sont obligés de te répondre?
C'est leur choix, mais ça veut dire que s'ils répondent pas, tout comme ils font pas venir les analystes à l'assemblée générale, il y a pas de transparence vis-à-vis des actionnaires. Donc la non-réponse traduit en fait un comportement. Et si tu veux, moi quand j'ai envie de te dire que tu me poses la question de la pression, si tu veux, on a notre participation dans Carrefour, on est épaulé, il y a un conseil d'administration, on sait aussi s'entourer. Voilà, donc on applique petit à petit notre playbook. Certains effectivement pensaient qu'effectivement l'assemblée générale, ça y est, ça va être un point central de la stratégie White Lake Capital. Écoute, on est dans Carrefour depuis le 13 mars, ça fait pas longtemps. Depuis qu'on est là, l'action a quand même monté de 8%. Voilà, donc elle a peut-être baissé aujourd'hui avec l'assemblée générale et les annonces qui ont été faites, mais le point central, c'est de dire, on a eu, je pense, voilà, il y a eu des effets positifs. Quand on publie la note sur la rémunération, destruction de valeur, le titre prend quasiment 2% dans la journée. Et donc, en fait, le marché l'accueille bien. Donc, tu te dis, malgré ce qui est dit, en fait, les gens regardent. Et évidemment, tu te doutes bien, quand on fait cette analyse, bah, il y a un certain nombre d'actionnaires qu'on connaît et qui en partagent notre analyse. Et c'est partagé du Middle East à Londres, à New York. Donc, quand on discute avec tous ces gens, on discute aussi avec l'Equity Research. Donc, évidemment, quand tu vois ça, tu te dis, bah, en fait, peut-être que le marché accueillerait positivement un changement de management. Alors, au-delà de l'AG et des 200 questions que tu as envoyées au management, c'est quoi la stratégie de White Hat Capital pour Carrefour dans les prochaines semaines? Ouais, alors la stratégie, effectivement, donc on délivre pas tout, hein, mais on a effectivement, on a plusieurs angles qu'on peut effectivement qu'on peut exploiter. On est aussi extrêmement vigilant parce que si tu veux, on regarde effectivement, il y a pas mal de contentieux là qui vont sortir et d'actions judiciaires, donc on les regarde de près. Et effectivement, au bon moment, on sera effectivement, on va dire, alerté et mettre certains points de vigilance. Alors Kevin, on arrive à la fin de ce podcast, mais il reste encore une toute dernière partie sur le traditionnel quiz du Career Insight. Alors j'en rappelle les règles qui sont très simples, hein. C'est des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Tu es prêt? Oui. Ton meilleur souvenir professionnel? Ah, le meilleur, c'est on a fait une nuit blanche, on s'est couché à 9h du mat parce que du coup, il y avait des erreurs dans un book qu'on avait consolidé avec plusieurs équipes. Extraordinaire. Ton pire souvenir professionnel? Mon pire souvenir professionnel, c'est probablement un jour quand mon boss débarque pour une faute d'orthographe et me balance le book sur le desk, voilà. L'erreur dont tu as le plus appris? L'erreur dont j'ai le plus appris, toujours baquer ses informations. Ça, c'est question centrale où tu arrives dans un meeting et il manque une info, personne ne sait d'où elle vient et ça, je pense c'est très important de baquer ces infos. Le CEO qui t'inspire en ce moment? Le CEO qui m'inspire, c'est une excellente question. J'aime beaucoup ce que fait Bernard Arnault. Ouais, je pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire et avec son âge, il est de plus en plus impressionnant. L'entreprise que tu admires le plus? Probablement, j'aime beaucoup effectivement ce que fait une entreprise comme Seb, très peu connue du grand public, qui effectivement sont un peu l'électroménager et poêles. Une entreprise très bien gérée, familiale, avec de la croissance, qui récemment effectivement a fait l'objet de beaucoup d'attaques, mais non vraiment je trouve que c'est très bien géré. Alors à l'inverse, en dehors d'Orpea et Carrefour, une entreprise qui pourrait être une bonne cible pour une prochaine campagne activiste de White Hat Capital? Alors, une prochaine campagne, à voir, mais en tout cas, si tu me demandes une société dans laquelle je crois pas vraiment, c'est voilà, certaines introductions en bourse qui arrivent, je veux pas mentionner forcément de nom, mais qui sont effectivement pas terribles. Ton plus beau fait d'armes en tant qu'activiste? C'est-à-dire mon plus beau fait d'armes, qu'est-ce que De tu belles réussites, ma plus plus beau belle succès? ouais, Flatex des Girons, on a fait une belle campagne, l'action a pris 77% en moins d'1 an à peu près. Donc on a fait, je pense, ouais, une belle campagne. Ta plus grosse connerie en tant qu'investisseur? Ma plus grosse connerie, c'est peut-être d'avoir raté, le trend de l'AI, ouais. Nvidia et 2020, les 7-7, ouais. Si tu n'étais pas activiste, tu ferais quoi? Je serais probablement sportif. Une anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Une anecdote, qu'est-ce que je pourrais te partager? Je dors pas beaucoup. On comprend, on parlait de du décalage horaire et de tes nombreux voyages, tout à l'heure avant le podcast et je pense que c'est une vie assez difficile. Ouais, je dors pas beaucoup, ouais. Le conseil que tu donnerais, aux
jeune Kevin Romanto qui étudiait à l'ESLSK dans les années 2010? Ouais, je pense que rien n'est impossible. Quand je vois mon parcours, d'où je viens, je pense qu'en fait, on peut juste accomplir nos rêves et faut vraiment pas sentir la pression de la société. Ouais. Merci Kevin. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme Training You si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.